Bonjour. 5 € le 2 kilos. Monsieur, vous voulez goûter? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Je suis Élise Lucet, France 2, envoyée spéciale. Je viens vous voir parce qu'on fait une émission spéciale d'envoyé spécial sur le glyphosate. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est le glyphosate? C'est quelque chose qui est dans les pesticides, non? Ouais. Un pesticide qui empoisonne les gens et les terres. On sait que c'est une belle cochonnerie, oui. C'est ce que vous en pensez? Absolument. À l'occasion de cette émission spéciale, on fait un test en fait. Est-ce que ça vous intéresse, vous, de savoir si vous avez du glyphosate dans l'organisme? Oui. C'est un test urinaire. Ouais. Et il faut juste aller là-bas, ça prend 2 minutes. Moi, je vais le faire, ce sera plus pratique. Allez. Moi, je suis infirmière. Si vous êtes infirmière, vous comprenez. Voilà. Bah, je vais faire mon rôle de citoyen. Et on vous donne les résultats dans l'émission. Ok, ça roule. Ça roule? Pas de souci. Bon, ben à tout à l'heure alors. Avec plaisir. Merci. Vincent est pour le glyphosate, Olivier est contre. Ces deux producteurs de céréales ont accepté d'échanger leur vie et leur tracteur. J'ai repris l'avantage. Non, c'est pas l'avantage. On n'a pas le droit. Vous entendrez l'interview exclusive de Dwayne Johnson. J'ai des lésions partout sur mon corps, toute ma peau est rongée. Ce jardinier américain atteint d'un cancer incurable a fait condamner Monsanto, le fabricant historique du glyphosate. À l'Assemblée nationale, par 2 fois, les députés ont refusé d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Pourquoi? Et ça vous arrive souvent de voter contre des amendements que vous signez? Non, je pense que c'est le premier, Nous irons enfin au Sri Lanka. Là-bas, le glyphosate a été interdit dans les rizières et les plantations de thé. Et vous découvrirez les résultats de notre glyphotest. Le glyphosate divise le monde agricole. Dans les champs, il y a ceux qui font avec et puis il y a ceux qui font sans. Nous avons tenté de réunir ces deux mondes a priori irréconciliables. 2 agriculteurs ont accepté d'échanger, de partager leur expérience. Vont-ils enfin finir par s'entendre? Glypho or not glypho, c'est un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Olivier Gardette, Jean-Charles Guichard et Marielle Crook. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Ils partagent le même métier, agriculteur, mais pas les mêmes idées. Vincent est un défenseur acharné du glyphosate. Je n'accepte pas qu'on puisse imaginer que le glyphosate est un produit nocif. On fait passer ce produit-là pour le pire des poisons. Olivier, lui, y a renoncé. On peut faire sans glyphosate et surtout sans pesticides et sans herbicides. Moi, je le vis depuis 30 ans et oui, il faut le crier sur les toits qu'on peut faire sans glyphosate, bien sûr. 2 céréaliers, chacun convaincu d'avoir pris la bonne direction. Dans l'Aisne, Vincent est un agriculteur connecté qui partage son métier sur Twitter. Le sucre de la betterave, il est dans la racine. Allez, on est producteur de plaisir. Il y mène sans relâche sa bataille pour sauver le glyphosate. Salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment je fais. Tant que j'ai encore le droit, je continue ma technique de production avec du glyphosate. Aujourd'hui, nous faire passer pour des salauds, des pollueurs, des empoisonneurs, tout ce qu'on veut, mais il y a de quoi pleurer au milieu de son champ. Olivier, lui, a abandonné tout pesticide chimique il y a 27 ans. Pour une production 100% bio. Alors moi, je ne veux pas utiliser du glyphosate par rapport à ma santé, donc j'ai pas envie d'utiliser ce genre de produit. Et puis j'ai pas envie de participer à une pollution, notamment puisqu'on le retrouve aujourd'hui dans tous les eaux superficielles. Je veux pas être celui qui participe à l'épandage de ce produit-là dans la nature, quoi. Nous avons proposé à Olivier et Vincent une expérience inédite. Passer 48 heures en immersion l'un chez l'autre. Faire un peu de place dans leur tracteur et inverser leur rôle. Mais bon,
Eh ben ça y est. Eh, t'apprends vite. Non mais je suis agriculteur quand même. Hein. Bah ouais. Hein. Un agriculteur pro-glypho contre un bio. J'ai repris l'avantage. J'ai repris l'avantage. On n'a pas le droit. Un face-à-face rare entre deux mondes qui se parlent peu. Cela fait des années qu'il n'a pas mis les pieds dans une exploitation conventionnelle. Ah ouais, c'est quand même des grandes plaines. À 300 km de sa ferme, Olivier, l'agriculteur bio, a rendez-vous chez Vincent. Ouais, c'est plus vallonné que chez moi. Hein. C'est là. Elle est là, la ferme de Vincent. Une exploitation de 130 hectares, la même taille que la sienne. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors c'est toi Vincent? C'est moi. Je peux tutoyer? Ouais, y a pas de problème. Bon, bah écoute, enchanté. Hein, on est arrivé par une belle journée hein, pour... On a une semaine extraordinaire pour se super, rencontrer, super. c'est génial. Ouais. Vous avez réservé une petite surprise à Olivier cet après-midi, qu'est-ce que vous allez faire? Donc cet après-midi, on va terminer les destructions chimiques de mes couverts végétaux. Donc on va aller faire la dernière parcelle de glyphosate. Ouais, d'accord. Et donc bah voilà, ça te rappelle. Enfin non, je sais pas si ça te rappellera des souvenirs. Mais... Je sais pas si tu as déjà des souvenirs lointains. Des souvenirs lointains. Il y a... J'ai commencé comme toi en 80. Je me suis installé en 90 moi. Ouais. Et en 90, j'ai pendu du glyphosate, c'est vrai. J'en ai pendu à peu près 2 ans quoi. Et après, à partir de 92, c'est terminé. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment on fait. On va voir si tu te souviens comment on fait. Je t'invite à rentrer pour prendre un café. D'accord. Je commence au café très tôt le matin. Bon, et puis bon, je mets du sucre dedans. Normal. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est l'excitant en fait. En tant que producteur de Il accueille Olivier avec un café, mais surtout une tasse Roundup, le nom commercial du glyphosate vendu par la firme Monsanto. J'ai vu la... C'est très surprenant que tu boives dans une tasse où il y a marqué Roundup, tu vois. Ah bah moi ça me... Et tous les matins, je commence comme ça, hein, je te rassure. C'est à 5 heures, entre 5 et 6, mon pro. De toute façon, celle-là, les enfants n'ont... Cette tasse-là, les enfants n'ont pas le droit d'y toucher. Celle-là, on la met plus au micro-ondes. Et puis, celle-là, c'est ma tasse, quoi. Alors, pourquoi vous avez une tasse Roundup? Bah parce que je défends... Parce que je défends l'utilisation, le droit d'utiliser du Roundup, ou plutôt du glyphosate, en France et sur mon exploitation. Bon. Après, le contenu de ma tasse, la caféine, est plus cancérigène que le Roundup. Le café, j'en bois 3 par jour, tous les jours. Du Roundup, j'en fais 1 fois par an, et ce sera avec vous cet après-midi. Quand vous entendez ça vous... Ah, moi, ça m'irrite le poil. Je suis pas tranquille, quoi. Tu vois, parce que j'ai plus confiance, en fait. Tu as l'air assez convaincu que finalement, que quand tu en épans, tu en consommes pas, et que ça n'a pas d'impact sur ta santé. Et moi, je pense exactement le contraire. Et c'est pour ça que je suis pas là. Et c'est pour ça que je suis pas du tout à l'aise. Ce qu'il faut, c'est aller vite. Donc tu remplis, tu vas dans le champ, tu vides. D'accord. Vincent assume une utilisation régulière de pesticides. Il emmène Olivier visiter le local où il les stocke, qu'il appelle sa pharmacie. Il n'y a que moi qui ai la clé. Ouais. Donc voilà, c'est normalement interdit au public. Donc on n'a pas le droit d'y rentrer. Donc tu as une chance extraordinaire de pouvoir rentrer dans mon local phyto. Donc, Olivier a perdu l'habitude de voir autant de pesticides réunis. Insecticides et plutôt insecticides, souvent les insecticides ils sont multicultures. Ici j'ai des désherbants, une partie betterave. Après, j'ai des désherbants pour le blé et les céréales d'automne. Pourquoi vous appelez ça une pharmacie? Pourquoi j'appelle ça une pharmacie? Parce que pour moi, à l'intérieur, j'y mets des produits de santé des cultures qui vont permettre de prendre soin et de soigner mes cultures quand elles seront agressées par l'environnement extérieur. Moi, je suis bien content de ne plus les utiliser. Tu vois, que je sois passé à autre chose. Combien vous dépensez en produits phytosanitaires par an? Entre 200 et 250 € de l'hectare.
Donc aujourd'hui, sur une ferme comme la tienne, 130 hectares, c'est un billet de 20 000 euros, 25 000 euros. Oui, c'est ça. Et tu vois, c'est ce qu'on parle. 25 000 euros de pesticides par an. De protection des cultures. Je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à être dépendant comme ça et de dépenser cet argent-là, alors que cet argent-là, tu pourrais la dépenser pour faire autrement. Tu vois, c'est ça qui m'interroge, puisque les bio arrivent à le faire. Tu vois, c'est une béquille pour toi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas encore à imaginer que c'est possible de faire autrement, en fait. Tu vois, mais on voudrait non, mais c'est possible parce que je le fais. Mais... Tu vois, je le fais. Donc ça, c'est le bidon de glyphosate, donc qui contient 360 grammes par litre de glyphosate. C'est l'un des produits que Vincent utilise le plus. Olivier s'en est affranchi il y a 27 ans. Il va découvrir les protections obligatoires qui encadrent désormais son utilisation. Donc ça, c'est les protections pour traiter, en fait, hein, c'est ça? Alors ça, c'est les protections pour manipuler les produits, des pesticides. Hop. Comment on met ça? Parce Passe que... tes mains. Tu te sens bien, là? Je me sens pas très à l'aise, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est marrant de mettre des protections comme ça, enfin c'est marrant. Et donc à chaque traitement, tu mets ça à chaque fois en fait? Alors, il faudrait. Il faudrait, tu le fais pas à chaque fois? Ben, pas toujours. D'accord. Ça. Et ça sur la tête? C'est ça comme ça, et ah, après... Du coup, on peut le mettre là comme ça là. Ouais. Vous n'êtes pas inquiet pour votre santé, vous? Moi, non. Non, 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 non. Il n'y a pas de souci. On se protège et on manipule des choses. Bon, bah voilà, on utilise des produits de défense des cultures ou des pesticides. Hein, et je pense qu'il y a bien plus d'autres dangers dans la nature que ceux qu'on utilise et surtout dans les conditions dans lesquelles on les utilise. Alors, qu'est-ce que tu te sens faire? Qu'est-ce que tu te sens pas faire? Je veux bien verser le glyphe. Un bidon. Donc, du coup, je vais mettre mon masque là. Pour pas que ça fasse glouglou. Attends, t'affole pas. Pour pas que ça fasse glouglou, faut verser comme ça. Oui, ça je sais, on fait ça pour les bouteilles de vin. Le glyphosate, c'est un herbicide. Un désherbant qui détruit toute végétation. Il est utilisé pour combattre les mauvaises herbes, mais aussi parfois pour détruire un champ entier. Sur cette parcelle, Vincent a récolté du blé il y a quelques mois. Au printemps prochain, il y sèmera des betteraves. Entre les deux, pour ne pas laisser la terre nue, il a fait pousser un mélange de végétaux. Ils ne sont pas destinés à être récoltés, mais à nourrir le sol. La dernière espèce, la facélie. C'est génial ça. Qui fait des super fleurs bleues. La facélie, c'est extraordinaire. Ça, je suis d'accord. Donc voilà, donc et ça sent meilleur que du glypho quand même. Sans déconner. Le glypho, ça sent rien. D'accord. La perspective de les détruire au glyphosate n'enchante pas Olivier. Ça me fait mal au cœur parce que là, on est sur du vivant. On est sur de la vie, c'est-à-dire qui produit de la vie, de la nourriture pour le sol. Et là, dans 5 minutes, ben c'est l'agriculture. Ben, je suis un peu caricatural, mais c'est la mort, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de vie, en tout cas foliaire, végétale, tu vois. Et c'est ça qui, moi, me gêne en tant que bio. Quand on vous dit que le glyphosate, c'est la mort? Alors, c'est la mort. Non, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt d'une culture que de toute façon on ne va pas consommer. Quand je fais la moisson, c'est la mort aussi, hein, on peut dire. Hein. Donc moi, quand je fais la moisson, les gens me disent « Oh, mon Dieu, tu récoltes le blé !» Bah oui, je dis « Il est mûr, il a fini son cycle. » En 30 minutes, Olivier et Vincent vont traiter toute la parcelle. Combien de mètres alors? 27 mètres. C'est déplié de l'autre côté aussi là? Eh, ça y est, c'est parti mon kiki. Non, pas encore. Ah, c'est génial. L'efficacité, elle est totale sur tout ce qui va recevoir une goutte de la pulvérisation aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui va recevoir une petite goutte va être détruit et ne repoussera pas. Pour Vincent, le glyphosate est un outil pratique et efficace. Mais c'est aussi un danger pour l'environnement, selon Olivier. Dans le tracteur, ce n'est plus obligatoire de porter des protections. Mais est-ce que tu le sens, le glyphosate? Ben là, dans la cabine, non. Et voilà. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis dans mes champs, par contre, et que tu épands, enfin, quand les collègues épandent, là, je le sens, le produit, par contre. Tu vois, aujourd'hui, je suis moins protégé en étant bio dans mes parcelles que toi dans ton tracteur. T'en as conscience de ça? Ah ben,
pour certaines applications, oui, c'est l'environnement extérieur, il est plus touché que l'environnement intérieur. Le glyphosate va agir en pénétrant jusque dans les racines des plantes. Dans quelques semaines, tout le champ deviendra jaune, comme brûlé. Vincent et Olivier ont vécu très différemment l'irruption dans l'actualité du glyphosate. Cet été, aux États-Unis, une décision judiciaire historique. Un jardinier atteint d'un cancer a fait condamner Monsanto. Dwayne Johnson est atteint d'un cancer incurable du système lymphatique. De 2012 à 2014, le jardinier des écoles avait largement pulvérisé du Roundup, le produit phare de Monsanto. Le Roundup a été reconnu responsable de sa maladie. Ça a buzzé et ça a fait encore un tsunami médiatique et politique à charge et complètement à charge sur cette molécule. Quelle hygiène de vie avait ce jardinier autre que la simple application du glyphosate? Aujourd'hui, on nous parle d'effets cocktail avec des pesticides, mais on ne nous parle pas du tout d'effets cocktail avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, qui sont d'autres problèmes et d'autres sources de cancérologie aujourd'hui en long et en large et en travers. Moi, c'est vrai que là, on a une vraie divergence. Moi, je la comprends pas. Moi, je regarde depuis tout à l'heure le regard de la personne là, qui est malade. Alors après, toi, tu vas dire, on ne sait pas, c'est peut-être pas le glyphosate, il a peut-être fumé. Moi, je veux bien entendre tous ces arguments, mais il a quand même attaqué Monsanto parce qu'il avait utilisé du glyphosate. Alors, si tu veux, il est malade, il est en stade terminal de cancer. Sa vie est peut-être quand même foutue par rapport à un herbicide ou par rapport au glyphosate. Et tu te dis, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me choque. Mais en attendant, c'est quand même notre profession qui est victime de ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Tu vois? Est-ce que vous avez peur un jour de vous dire « Mince, je me suis trompée » Peut-être pas, hein. C'est vous qui me posez la question. Moi, je me la suis jamais posée. Moi, dans mon utilisation quotidienne et par rapport à mon mode de production, je ne me suis jamais posé la question de savoir si ce que je faisais était un problème autant pour moi que pour l'environnement, quoi. J'utilise des produits de santé, c'est tout. Mais bon, ça fait rigoler Olivier, voilà. Après avoir défendu son modèle, c'est au tour de Vincent d'en découvrir un autre, de changer de rôle. Il va se mettre dans la peau d'un producteur bio. Ouais, je pense que ça doit être là parce que c'est marqué ici bio, donc... Retrouver Olivier dans sa ferme dans le Loiret, à la découverte de l'agriculture qui refuse les produits chimiques. Bonjour, je viens voir Olivier. Il n'est pas traumatisé de son périple dans l'Aisne? Non, bon, donc ça va. Il m'a pas semblé traumatisé. D'accord. Faut que je m'habille ou pas? Olivier, bonjour. Salut Vincent. Comment vas-tu? Ça y est, t'as fait la route? Oui. Bon, bah super. Tiens, un petit présent. Waouh. Ah oui, de la vodka carrément. Et c'est fait avec mon blé. C'est vrai? Avec ton blé qui vient de ta ferme. De ma ferme. Super, super. En conventionnel. Ok. Donc à consommer avec modération. Oui, ça c'est sûr. Puis tu peux mettre un jus de fruits bio avec, il n'y a pas de problème. D'accord, ça fera un bon mélange. Voilà. Très bien. Pour l'accueillir, Olivier commence par cuisiner un repas 100% bio. C'est super bon l'échalote, mais ça pique. Waouh! Pour lui, produire sans chimie, c'est tout un état d'esprit. Et t'as toujours cuisiné comme ça? C'est ma mère qui m'a appris à cuisiner, ouais, toujours. Ouais. J'adore ça.
C'est le plaisir de manger, le plaisir de faire... Allez, hop. T'as déjà épluché des patates quand même, rassure-moi. Ouais. Oh, c'est un petit oui, ça, non? Oui. Oh, bah, je suis pas un spécialiste, hein. Je me regarde. Moi, rien que ça j'adore l'odeur. Ça sent... Pour moi, qui est produit dans le système bio, il n'y a pas de pesticides. Et derrière, ça a une alimentation de qualité saine. Enfin, pour moi, le message, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ma tête. Il ne faut pas non plus avoir un cliché en disant c'est parce qu'il y a eu des pesticides que l'alimentation est mauvaise et qu'elle n'est pas saine, quoi. Pour vous, c'est pas le cas? Ah, pas du tout. Non. Moi, aujourd'hui, je consomme... Il y a peut-être qu'aujourd'hui où je vais manger une alimentation bio. Je consomme pas du bio traditionnellement, mais je considère que tout ce que je consomme chez moi, c'est une alimentation saine et qui me fait pas du tout... J'ai pas du tout peur de consommer ce que je consomme chez moi. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué. Moi, je ne veux pas que mes enfants mangent bio à la cantine. T'as dit ça, Vincent? Non, pas toi. Mais si, parce que j'ai dit ça parce qu'on veut imposer le bio à la cantine. Ah, qu'est-ce qui te gêne? Moi, je ne veux pas qu'on impose rien. Pourquoi on imposerait une consommation d'une agriculture biologique aux consommateurs? Ça, je ne le comprends pas. Parce que c'est dénigrer l'agriculture autre que biologique, c'est-à-dire la mienne, celle qui utilise des produits phytosanitaires, des pesticides, et c'est dénigrer notre production. Attends, tu tournes dans le bon sens, là? Vas-y. Bah, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est parce qu'il y a de la... Attends. La bonne purée. On en reparlera, mais c'est... L'exploitation d'Olivier, c'est une histoire de famille. Il l'a hérité de son père et il travaille aujourd'hui avec sa femme Laurence et son fils Florentin. J'ai touché un bidon de glyphosate, j'ai... Tu l'avais déjà fait avant. Tu as renversé. Ah oui, j'ai renversé le bidon dans le pulvé. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça, mais bon. Écoute, il vient chez nous, il vient en immersion quand même, en terre inconnue chez nous quand même. Non, oui, mais... il s'est protégé. Bon. Et ça s'est relativement bien passé, je pense. Non, mais... Il est encore entier aujourd'hui, il n'a pas l'air d'être trop mal, donc... Travailler en famille, ce n'est pas qu'un plaisir pour Olivier. C'est aussi une nécessité. La taille des exploitations des deux agriculteurs est similaire, mais alors que Vincent travaille seul, ils sont 3 sur la ferme d'Olivier. La chimie a quand même cette force-là, c'est qu'elle remplace l'homme, quoi. En fait, comme elle est très efficace, il y a besoin de moins d'hommes sur le territoire, en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça. Papa avait un salarié sur la ferme, je n'en ai plus, mais ce que moi je fais sur la ferme, je ne le ferai pas faire par un salarié. Parce qu'aujourd'hui, notre métier est tellement pointu et complexe, et plus ça va, plus il l'est, et plus c'est difficile de le faire, en fait. Pour lutter contre les mauvaises herbes, de la main-d'œuvre et des machines comme celle-ci. Donc ce sont des dents, tu vois. Donc ce qui fait que chaque petite herbe qui se trouve en face de la dent, eh bien, elle explose, quoi. Ça, c'est votre glyphosate à vous? On peut dire ça, ouais. C'est mon glyphosate à moi, oui. Ça me permet de désherber, tout à fait, ouais. Et Vincent, vous, votre crainte demain, en vous passant de glyphosate, c'est aussi de ne pas réussir à lutter contre les mauvaises herbes? C'est de pas réussir à atteindre mes objectifs de production, d'avoir des champs sales, d'avoir des cultures pénalisées. Ça, tu vois, par exemple, cette année, avec cette machine-là, j'ai fait un désherbage à haricots verts absolument exceptionnel, quoi. Ça a super bien marché. L'alternative ultime au glyphosate, c'est le labour. Lorsqu'il doit préparer un champ entier, comme celui sur lequel Vincent a épandu du glyphosate, Olivier utilise cette méthode millénaire. Allez, roule ma poule. Bon, bah là, tu redresses, voilà. Et puis après, t'avances. Puis vas-y, tu peux lever, là. Tu ralentis, voilà, très bien. Son geste n'est pas très assuré, car Vincent n'a pas labouré depuis 17 ans. Voilà, t'as tout compris. Bah écoute, ça revient vite, hein. Bon, c'est le geste ancestral. Voilà, est-ce que c'est le geste de l'agriculture de demain? Bah ça, c'est la question. Donc, est-ce que demain, l'avenir est au labour ou à d'autres agricultures? Ça, on n'en sait rien.
Labour or not labour. To be or not to be. T'es bien parti droit, regarde. T'as vu? Olivier m'a dit que la parcelle faisait 11 hectares. Donc entre le temps de préparation et la pulvérisation, moi j'en aurais pour 1 heure. Et je pense qu'à labourer comme on est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'on en aurait pour une bonne journée. Ouais, une douzaine d'heures, une grosse journée de travail quand même. Hein. Mais 10 fois plus de temps, quoi, c'est ça? Hein, ouais, c'est ça. 10 fois plus de temps, ouais. Bon, là je m'applique et je fais un effort pour bien faire pour Olivier. Mais moi, je pense qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en aurais marre. Putain, le beau labour que ça fait? Non, mais je sais pas, ça me plaît, moi, ça me... Je vais quand même pas te dire que c'est un beau labour, quoi. Ouais. C'est un labour. Ouais. Mais tu me feras pas dire que c'est un beau labour. Ouais. Vincent espère ne pas être contraint, demain, à devoir de nouveau labourer ses champs. Depuis quelques années, la technique est controversée. Retourner ainsi la terre nuirait à sa fertilité. En découvrant cette ferme bio, Vincent est étonné par sa technicité et sa productivité. Le maïs humide arrive en haut avec la vis. Ouais. Et en fait, il descend tout le long de son passage, il descend dans le séchoir. Sur certaines céréales, Olivier obtient presque les mêmes rendements que dans le conventionnel. Et il vend sa production jusqu'à 2 fois plus cher. À l'heure des comptes, leurs 2 exploitations dégagent des bénéfices assez proches. Leurs revenus sont très irréguliers, mais Olivier et sa femme se versent environ 3 000 € net par mois. Vincent, entre 2 000 et 2 500 €. L'agriculture biologique a beau paraître rentable, Vincent n'a pas l'intention de s'y convertir. C'est pas une petite révolution. C'est une révolution totale. On est d'accord? C'est pas... Il n'y a pas... Pourquoi totale? Bah parce que il faut tout remettre à plat, tout repartir, repartir d'une feuille blanche, repartir de l'exploitation ce qu'elle est aujourd'hui, et se dire, on balaye toutes les productions, on annule tous les contrats, on balance tout le matériel, et on repart tout de zéro. Et on se dit, bon bah voilà, plutôt que d'avoir un pulvé, j'investis dans un séchoir, dans un stockage, dans du stockage, parce qu'aujourd'hui, le stockage à la ferme, c'est quasiment indispensable en agriculture biologique, etc., etc. C'est le projet d'une vie, voire, et je dirais, devant Olivier, c'est un projet de plusieurs générations. Olivier a la conviction que la prochaine génération demandera plus de produits sans pesticides. Tous les vendredis soirs, il ouvre sa ferme à des producteurs locaux. Alors là, on rentre dans la distribution des légumes. Tu vois, il y a déjà des gens qui sont installés. Là, il y a les échanges entre... Mais je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu as une semaine, tu es tout seul et tu viens vendredi, là, mais tu te recharges, tu ne peux pas savoir. Parce que tu es désiré par les gens, ils t'attendent et tu retrouves du sens à ton métier, en fait. 545. Il faut tour, dernière. Vincent, un petit jus de pomme. Un petit jus de pomme bio, bien sûr. Allez, à notre rencontre. À la rencontre des 2 agricultures. Voilà. Celles qui se parlent assez rarement, finalement. Ouais, tape pas trop fort. Ouais. Qui a gagné? Qui a gagné? Je crois que c'est match nul. Les 2? C'est pas qu'on est nul, mais le match est nul, je pense. Ah oui, peut-être on peut dire ça, les 2 ont gagné. Mais dans 3 ans, je ne veux pas arriver à ce que fait Olivier. Vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir réussi à convaincre Vincent? Eh ben moi, je pense que Vincent, j'aimerais aller à l'intérieur de lui et je pense que malgré tout, alors là évidemment, il peut pas le dire. Vincent, il peut pas dire qu'il va passer en bio. Vincent, il peut pas dire qu'il va arrêter le glyphosate. Mais à l'intérieur de lui, je suis persuadé que il aura un autre regard vis-à-vis de l'agriculture biologique. Ça, j'ose pas imaginer que ça soit autrement. Rendez-vous dans 10 ans. Oh, c'est le titre d'une chanson, ça. Rendez-vous dans 10 ans. Voilà,
Alors, on se retrouve sur le marché de Marly-le-Roi pour cette émission spéciale consacrée au glyphosate. Il y a 2 mois, on avait demandé à plusieurs citoyens de participer à un glyphotest. Ils sont tous là. Merci à vous tous d'avoir participé au glyphotest. J'imagine que vous êtes très impatient de découvrir les résultats. Avant ça, je voulais juste vous dire comment ça s'est passé après les prélèvements, quand vous nous avez donné votre échantillon. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait stériliser les échantillons et ensuite, on les a envoyés dans un laboratoire en Allemagne. On va découvrir les résultats des tests ensemble. Vous allez vous reconnaître les uns et les autres dessus. Alors, monsieur le jeune, oui. Ah bah voilà. Thierry, c'est moi-même. Voilà, 0,54 microgrammes par litre. Ensuite, est-ce qu'il y a Madame Hirsch? Oui, de 10. 0,22, vous en avez moins que Thierry. Alors c'est pas mal. C'est pas bien ça. C'est pas mal. Pas bien, ça. Alors ensuite, on regarde. Ici, Catherine, vous en avez 0,19. C'est moins que moi. Pas mal. Ouais. Et très franchement, c'est vous qui avez le taux le plus bas de tout le glyphotest. D'accord. Il y a quelque chose qui, en revanche, va un peu plus vous inquiéter, c'est que Vadim, votre fils, en a 0,90, donc c'est-à-dire beaucoup plus que vous, alors que j'imagine il mange à peu près les mêmes choses que vous. Il est scolarisé, donc il est à la cantine. C'est la cantine. Il a 5 ans, donc comme tous les enfants. Voilà. J'ai juste une question. Est-ce qu'on connaît la limite acceptable? Parce que alors, on a des chiffres. On est incapable de fixer un seuil, un taux, une limite, au-delà duquel on dit c'est dangereux pour vous, pour moi, pour vous, comme dans toutes les analyses sanguines voilà. qu'on fait. Il y a toujours une norme acceptable. Pour l'instant, on n'en a pas. Ouais. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est-à-dire que quand vous voyez que toutes les personnes du panel sont contaminées au glyphosate, qu'on en a tous à des taux plus ou moins importants, mais comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour mes petits bouts. Mes petits bouchons qui ont 1 an, 8 mois, et je suis inquiet pour eux, moi, pour les enfants. Et vous? Oui, quand je vois le taux extrêmement élevé, c'est quand même assez inquiétant. Après, ce qu'on ne mesure pas, c'est effectivement l'impact sur la santé. Mais je me dis qu'à 5 ans, s'il est déjà à ce taux-là... Et les incidences sur la santé, ça peut provoquer des cancers? Alors en fait, c'est un peu compliqué de vous répondre parce qu'il y a une agence de l'OMS qui a déclaré le glyphosate comme cancérogène probable. Mais toutes les études sont controversées et les avis, pour l'instant, sont vraiment assez différents. Mais c'est vrai qu'il y a une agence de l'OMS qui l'a déclaré comme cancérogène probable. Alors vous allez le voir, en fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir accepté de faire notre fameux glyphotest. Une quinzaine de personnalités ont aussi accepté de le faire. Parmi elles, il y a Jamel Debbouze, Laure Manodou, Michel Drucker, Julie Gaillet, Lilian Thuram, Thierry Lhermitte et moi-même d'ailleurs. Et comme pour vous, c'est moi qui suis allée leur annoncer les résultats. Bonsoir. Là, on en a tous dans l'organisme. Et vous, Lilian, vous êtes ici. Ah ouais, quand même. 0,68. Comme je suis quelqu'un qui fait assez attention à ce qu'il mange et tout, j'étais persuadé d'être à 0. Je suis d'une naïveté totale. Bonjour, Jamel Debbouze. Bonjour. Je viens vous apporter vos résultats. 0,90, c'est beaucoup, quoi. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. On pourrait penser que ça atteint que les gens qui habitent en campagne, mais absolument pas. Moi, j'habite en centre-ville et j'ai du glyphosate dans le corps. À 0,9. Très franchement, pour vous rassurer, Jamel, on en a tous. Non, mais ça, c'est pas rassurant, ça. Ça, au contraire, ça, c'est plutôt dérassurant, ça. Oui. C'est au contraire de rassurant, on en a tous. C'est inquiétant. Ah bah ouais, laisse tomber. Bonjour. Bonjour. On revient. Voilà, cette fois pour les résultats. Bon, merci. Voilà, Julie Gaillet, vous êtes ici. Oh la vache. Et vous avez 1,26. Ah, c'est énorme. Ouais. C'est moi qui en ai le plus. Je suis obligée. Je mange pas beaucoup bio, je mange pas très bio. Donc ça, c'est assez... Vous allez peut-être changer. Fou. Je vais changer tout de suite, je vous le dis. Ok, on va appeler Kevin Meyer. Alors, les résultats. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à 1,20. Vous êtes le 2e pire de notre panel. C'est hallucinant. J'ai pas l'habitude de gagner ce genre de médaille. C'est dommage parce que j'essaie d'être un exemple là-dessus. Et ça va pas vraiment en ma faveur ce test, mais il faut l'assumer et essayer de progresser encore plus, tout simplement. Bon, merci. Je sais pas si je dois vous dire merci quand même. Désolée.
Quand on parle du glyphosate, on pense instantanément à Monsanto, le fabricant historique de l'herbicide. Eh bien, un homme a réussi à faire vaciller la firme. Il s'appelle Dwayne Johnson. C'est un jardinier américain atteint d'un cancer incurable. Il a fait condamner la multinationale qui a décidé de faire appel. C'est une première mondiale et en exclusivité, ce jardinier américain nous raconte son combat qui révèle les méthodes controversées de Monsanto. La fabrique du doute, c'est un reportage de Tristan Walex, Guillaume Beaufils et Michael Bozo. C'est un procès dont l'onde de choc a retenti bien au-delà de San Francisco. Au cœur de l'été, la scène s'est déroulée au tribunal fédéral de la ville, dans une salle d'audience où se jugent habituellement de simples litiges commerciaux. Le géant de l'agrochimie Monsanto face à un jardinier de la côte ouest atteint d'un cancer incurable. Un jugement historique. Pour la première fois, la justice considère officiellement un herbicide à base de glyphosate comme la cause d'un cancer. Le produit Roundup ou Ranger Pro est-il une cause majeure du préjudice physique de M. Johnson? Réponse oui. Une condamnation et une amende record. Quel montant de dommages et intérêts accordez-vous à M. Johnson? Réponse 250 millions de dollars. Depuis cette victoire judiciaire, l'homme qui a fait plier Monsanto fuit les médias. Le jardinier, en phase terminale à 46 ans, refuse chaque semaine des centaines de demandes d'interview. Entre 2 séances de chimiothérapie, il a décidé de sortir du silence. Exceptionnellement, pour notre caméra, il va se livrer longuement. Je sais qu'en Europe et en France, vous avez tous entendu parler du problème. Et maintenant, je fais partie de l'histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler, parce que chez vous, vous connaissez l'enjeu. Avec un peu de chance, mon histoire avec le glyphosate pourra servir de leçon, éviter à des enfants d'être en contact avec ce truc. Certains disent que je suis comme David contre Goliath, une sorte de Gandhi. Et tout ça, ça m'aide vraiment pour mon cancer. Cette énergie est super positive. Pendant que je vous attendais, je ne pouvais plus tenir en place. Et en même temps, je ne me sens pas bien. Mes pieds me font souffrir, j'ai des lésions partout sur mon corps, toute ma peau est rongée. C'est douloureux? Ça, c'est supportable. Mais ça finira par me tuer. C'est comme une brûlure au 2e ou au 3e degré. Et je perds ma peau aussi. Ensuite, ça devient comme ça. Tellement dur à soigner. Regardez ça. Et c'est pareil sur tout votre corps? Non, pas partout, mais sur certaines parties. C'était pire encore sur mes jambes. Vraiment terrible. Je dois aussi porter des vêtements spéciaux. Je ne peux pas mettre un t-shirt normal en contact avec ma peau. Impossible. Pourquoi? Ça fait trop mal? C'est comme si on me raclait par terre. Depuis 2012, Johnson était jardinier dans plusieurs écoles primaires de Californie. En haute saison, il lui arrivait d'asperger plus de 500 litres de glyphosate par jour. À l'époque, j'avais toujours une partie du visage qui n'était pas protégée, ici. J'avais des lunettes, un masque, mais mes joues étaient à l'air libre, ici et ici. Donc, quand je vaporisais, dès qu'il y avait du vent, j'en prenais plein le visage. C'est pour ça qu'on passait notre temps à se rincer, parce qu'on savait qu'on était exposé. Et ça m'est arrivé d'en avoir directement sur le corps. Le liquide était rentré à l'intérieur, dans ma combinaison. Dès qu'apparaissent ses premières lésions en 2014, les médecins lui diagnostiquent une forme agressive de lymphome non-Hodgkinien et un cancer de la peau.
Pourtant, Johnson reprend son travail de jardinier municipal dans les écoles. Car le service client de Monsanto, qu'il appelle à 2 reprises, estime que l'herbicide n'y est pour rien. Son état empire à vue d'œil. Déjà malade, il va continuer pendant 1 an à inhaler du glyphosate. Je détestais ce Roundup, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligé, c'était mon boulot. Mon seul moyen de payer mon loyer et de nourrir mes enfants. Et si Monsanto vous avait dit au téléphone que votre cancer pouvait être lié au Roundup? Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait le moindre risque pour moi ou les enfants de l'école, bien sûr que j'aurais tout de suite arrêté de vaporiser ce truc. En face, Monsanto ne s'estime ni coupable ni responsable. La firme a fait appel de sa condamnation. En attendant, elle devra lui verser une amende réduite à 78 millions de dollars. Votre motivation n'est pas que l'argent, j'imagine. C'est tout sauf l'argent. Mon but, c'est d'établir les faits. Mais l'argent ne vaut rien pour moi parce que je suis en train de mourir. Je préférerais avoir mon salaire, une belle peau, faire du skate, de la moto, partir en vacances avec ma famille. Mes enfants et ma femme, eux, ont besoin d'argent, car leur vie est devant eux. Mais moi, c'est fini. Je veux juste vivre un peu avant de mourir. Cet argent ne suffira jamais. Ce père de 2 jeunes enfants espère que son histoire servira d'exemple. Car elle est, selon lui, la preuve que Monsanto a caché la dangerosité de ses produits. J'essaie de te l'envoyer sur la pelouse. Tout est public maintenant. On a prouvé leurs erreurs. Espérons que ces gens vont arrêter de mentir et que les choses changent enfin. Si Dwayne Johnson a gagné son premier combat judiciaire, c'est parce que l'an dernier, un vaste scandale a éclaté aux États-Unis. La fuite des Monsanto Papers. Une divulgation de milliers de documents accablants. D'innombrables rapports internes, des courriels, des textos déclassifiés qui montrent comment depuis 30 ans, la firme a flirté avec la désinformation, influencé la science et orienté l'opinion. Une fabrique du doute rigoureusement organisée pour tenter de construire un mythe, celui d'un glyphosate qui serait inoffensif. Tout est parti de l'État du Kansas, le grenier des États-Unis. Au royaume de l'agro-industrie vit l'une des pires ennemies de Monsanto. Monsanto est au cœur de notre production alimentaire. Donc c'est notre devoir de divulguer la vérité sur leurs pratiques. Journaliste économique, devenue responsable d'une association de consommateurs, Carrie Gilliam a été à l'origine des toutes premières fuites de documents, il y a 3 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les Monsanto Papers. Alors évidemment, il n'y a pas tout ici. J'en ai encore d'autres cachés là. Et là. Vous avez obtenu combien de documents? J'ai dû en avoir des milliers, des dizaines de milliers. Et vous avez réussi à tout lire? Je pense que oui. J'ai passé pas mal de temps assise ici à lire ces pages. C'est devenu mon passe-temps favori. Carrie Gilliam a d'abord obtenu que la justice déclassifie des archives de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Elle y découvre l'influence de Monsanto sur le régulateur américain, qui a toujours classé le glyphosate comme inoffensif. Ça, c'est une des premières études de l'EPA datant de 1984. Elle dit au départ que le glyphosate cause des tumeurs cancéreuses. Mais on voit que sous la pression de Monsanto, les grands chefs de l'agence ont décidé de désavouer leur propre toxicologue. Page après page, elle décèle aussi l'inquiétude de certains scientifiques de l'agence.
Ça, c'est une lettre écrite par une scientifique de haut rang de l'EPA qui accuse son responsable de collusion avec Monsanto. Il aurait modifié des décisions de l'EPA en faveur du glyphosate. Elle lui écrit « Il est quasi certain que le glyphosate cause le cancer. Pour une fois dans ta vie, arrête tes petits jeux politiques avec la science pour favoriser des firmes comme Monsanto. Fais les choses bien. » Elle raconte qu'elle est en train de mourir du cancer et qu'elle ne veut pas emporter ça dans sa tombe. C'est une lettre incroyable. Vous savez, j'ai enquêté sur beaucoup d'entreprises depuis 30 ans et je suis devenue un peu cynique. Je sais que les gens trichent, mentent, font des choses non éthiques. Mais là, c'est vraiment scandaleux. Suite à ces premières révélations, de puissants cabinets d'avocats vont obtenir la publication des archives internes de Monsanto. On y découvre que la firme avait elle-même commandé une étude sur les dangers du Roundup en 1999. On voit qu'ils avaient engagé un scientifique nommé Dr Parry. Mais ça s'est retourné contre eux. Parce que Parry a trouvé des raisons d'être inquiet et l'a écrit à Monsanto. Et qu'est devenu ce dossier Parry? Ils l'ont enterré. Ils ne l'ont envoyé ni au régulateur, ni à personne. Que s'est-il passé avec les découvertes du professeur Jim Parry? Munis des documents de Carey Gilliam, nous sommes partis sur les traces du scientifique censuré par Monsanto. Jim Parry ne peut plus témoigner. Il est mort en 2010, après 40 ans d'une brillante carrière à l'université de Swansea, au Pays de Galles. Nous avons retrouvé son meilleur ami. Comme Jim Parry, le docteur Ray Waters a consacré sa vie à la recherche en toxicologie. Il était une des flèches plus fortes au niveau de toxicologie génétique au niveau mondial. Il était le président de la Mutagen Society de Europe. Quelqu'un qui a supervisé à peu près 70 étudiants qui ont fait leur thèse avec lui. Jim était quelqu'un qui était très honnête, avec une réputation qui était très forte. Et il était toujours quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il pense. Avec nous, il va découvrir les travaux que son ancien collègue avait remis à Monsanto. Les conclusions que Jim a faites sont très claires. Un rapport couvert par le secret commercial pendant 18 ans, qui conclut que le Roundup pourrait provoquer des lésions dans l'ADN. Quand je lis le rapport de Jim, ça me paraît très clair qu'il avait décelé un problème. Du coup, il a demandé à Monsanto de faire des études complémentaires pour déterminer si l'usage du Roundup était vraiment sans risque. Mais Monsanto a décidé de ne pas faire ces expériences. Les cadres de Monsanto semblent même paniqués par l'attitude du chercheur gallois, d'après leur courriel, aujourd'hui déclassifié. Afin de faire changer la position du docteur Parry, ça, déjà, c'est vraiment une formule bizarre. On ne peut pas changer la position de quelqu'un si ses recherches concluent qu'un produit est génotoxique. Si vous avez un problème avec un produit, vous modifiez le produit. Vous ne modifiez pas les tests. Mais à la place, Monsanto a continué à vanter les vertus de son herbicide. Pour nourrir les hommes, Dieu créa les champs, les blés, les vignes, les prairies, et les hommes se mirent à cultiver. Un jour, Monsanto créa Roundup. Ce fut providentiel. En France, Monsanto a été condamné pour publicité mensongère en 2009. Roundup, le premier désherbant biodégradable. Une longue décennie après les mises en garde de Jim Parry, tombé aux oubliettes. Car Monsanto a préféré se passer des services du chercheur, à en croire ses autres échanges. Dans cet email, ils écrivent « On doit trouver quelqu'un qui puisse influencer les décisions des régulateurs. Et d'après nous, Parry n'est pas la bonne personne. Cela nous prendrait trop de dollars et d'études pour le convaincre. » C'est surréaliste.
Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi énorme. Ils écrivent noir sur blanc qu'ils vont ignorer les conseils de Jim parce qu'il n'est pas le genre de scientifique prêt à dire ce qu'ils veulent lui faire dire. Je suis tout sauf un écologiste ou un activiste, mais je n'aurais jamais cru qu'une multinationale comme Monsanto puisse agir de la sorte. C'est incroyablement malhonnête et surtout incroyablement stupide. Un rapport interne étouffé, mais Monsanto s'est aussi démené pour détruire certaines recherches indépendantes. Les Monsanto Papers révèlent que la firme est allée très loin pour anéantir une des enquêtes les plus dérangeantes publiées sur le Roundup. C'était une étude menée par un chercheur français. À l'université de Caen, Gilles-Éric Seralini a voué sa vie à l'étude des herbicides à base de glyphosate. On dit le Roundup, on devrait dire les Roundup, parce qu'en fait, il y en a des 400 à peu près dans le monde, si c'est pas plus. Ce professeur de biologie moléculaire s'est senti broyé par Monsanto. Vous avez même respecté l'environnement avec un oiseau. Plusieurs de ses expériences ont mis au jour les effets néfastes du glyphosate. Celle qu'il a publiée en 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology a provoqué un scandale mondial. Une étude choc qui renverse les perspectives sur les OGM. 3 ans de recherche menée dans le plus grand secret sur des rats. Seul un journaliste qui filmait tout était dans la confidence. Ici, c'est le cœur de l'expérience. Des images qui vont choquer. Le grand public découvre que le maïs OGM, traité au Roundup, aurait empoisonné des animaux au point de les déformer. C'est anormal, c'est une grosseur anormale. Moi, j'ai été complètement sidéré par ces résultats. Les rats mouraient d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, avant même que les tumeurs nous donnent beaucoup de cancer. Nous avons publié la plus grosse quantité de recherche scientifique qui nous permet de savoir que le Roundup est de manière chronique et à très faible dose un produit mortel. Et on a même très faible dose. À 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire à la dose autorisée dans l'eau du robinet. Mais le professeur Seralini s'est attaqué à plus fort que lui. Il subit un contre-feu nourri. Présenté comme un chercheur militant sans rigueur, il est ridiculisé et perd à l'époque toute crédibilité en subissant une sanction rarissime. Son étude finit par être rétractée par la revue qu'il a publiée. Vous aviez déjà eu, vous, une rétractation Non, c'est la seule fois de ma carrière, bien sûr. J'ai publié plusieurs centaines de fois. Ça fait quoi d'avoir une étude qui est barrée en rouge du mot « retracted » comme ça? Le jour où c'est arrivé, c'était 5 ans d'efforts. Je pensais que tout s'écroulait, quoi. Les agences ne pouvaient plus prendre en compte cette étude parce qu'une étude non publiée ne vaut rien. C'est-à-dire que la conséquence directe de la rétractation, c'est que votre étude, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'existait pas. Même si tout le monde peut la lire, au niveau réglementaire, elle n'existe plus. La sanction suprême a été décidée par Wallace Hayes, éditeur en chef de la prestigieuse et très respectée revue. Il invoque des conclusions insuffisamment probantes. Un motif de rétractation inédit dans l'histoire des publications scientifiques. C'est pas une étude assez longue, assez détaillée, avec assez de rats. C'était l'étude au monde qui avait le plus de rats. Jamais fait avec un pesticide donné à des doses environnementales, avec 100 000 paramètres mesurés. Donc on voyait leur malhonnêteté intellectuelle. Mais par contre, je ne savais pas que c'était des liens aussi directs de paiement, de compromission. Je leur donnais toujours le bénéfice du doute. Le professeur Seralini a mis des années à comprendre. D'après lui, son chef était en fait un agent double. Dans les Monsanto Papers apparaît un accord secret entre Wallace Hayes et Monsanto. Un contrat de 16 000 $, signé le 21 août 2012, 30 jours avant l'étude Seralini. Quand on découvre qu'en fait il a été payé par Monsanto, j'explose de haine parce que, non pas pour ma carrière et tout ce que j'ai vécu, mais parce que ça veut dire qu'il a été intentionnellement criminel. Parce que vous vous rendez compte que de faire retirer cette étude, ça veut dire maintenir le produit sur le marché et pas le faire prendre en compte par les agences réglementaires, et que pendant ce temps, le produit continue à empoisonner la terre entière sans qu'ils sourcillent un instant, alors qu'ils savent qu'ils sont de mauvaise foi. Depuis,
D'autres expériences ont contredit l'étude Seralini. Pour Monsanto, le contrat du directeur de revue serait une coïncidence. Wallace Hayes poursuit sa carrière de toxicologue en Floride. Il n'a pas grand-chose à nous raconter sur ses états de service pour l'industrie. Je fais pas de commentaires. Combien de scientifiques auraient œuvré en coulisses pour Monsanto? Dans son entreprise de désinformation, la firme de Saint-Louis aurait convaincu certains des chercheurs les plus influents de la planète de se compromettre. Dans ses archives, on retrouve massivement la trace d'un mot tabou. Le ghostwriting, l'écriture fantôme. C'est une technique qui est utilisée de manière régulière par Monsanto. Stéphane Foucard, journaliste au Monde, est le premier en France à avoir exploré les Monsanto Papers. Le ghostwriting, c'est une pratique éditoriale qui consiste pour une entreprise, pour les toxicologues d'une entreprise, à écrire une étude ou un article qui est voué à être publié dans la littérature scientifique et à le faire signer, à le faire endosser par des chercheurs indépendants ou présentés comme indépendants que l'on paye pour qu'ils endossent ce texte. Si vous êtes Monsanto et que vous dites que votre produit est formidable, personne ne vous croira. Si vous êtes un professeur qui n'a pas de lien annoncé avec Monsanto et que vous dites qu'un produit de Monsanto est formidable, eh bien vous avez beaucoup plus de crédibilité. Au club des honorables scientifiques ayant vendu leur nom à Monsanto, le professeur Henry Miller, célèbre biologiste américain, chercheur à Stanford. Tout commence en 2015, quand le CIRC, agence des Nations Unies, décide de classer le glyphosate comme cancérogène probable. Le 12 mars, un employé de Monsanto, Eric Sachs, organise la contre-attaque par ce mail adressé à Henry Miller. Henry, ça vous dirait d'écrire sur le CIRC, ses méthodes et sa décision controversée? J'ai des éléments et je peux vous les donner si besoin. Eric. Je pourrais si je pars d'un brouillon de haute qualité. Voici notre brouillon. Pas tout à fait fini, mais un bon début pour votre plume magique. Le 23 mars, le très influent magazine Forbes publie en ligne l'article signé Miller, depuis supprimé. Une retranscription quasi mot pour mot du brouillon de Monsanto. Le style, les formules, jusqu'au titre, copier-coller. Nous avons fait le calcul, 85% du texte a été rédigé par Monsanto. Les 15% de Miller sont quelques synonymes, des corrections grammaticales et cette virgule rajoutée. Mais alors, combien a gagné Henry Miller pour cet article qu'il n'a pas vraiment écrit? Il nous a fallu courir après le professeur à la plume magique, jusqu'à sa banlieue chic de San Francisco. On voudrait vous parler des articles que vous avez publiés pour Forbes. J'ai déjà expliqué que je n'avais rien à dire. Il serait possible de savoir ce que vous avez écrit vous-même ou qui les a écrits pour vous? Je les ai écrits moi-même, c'est bien moi. Mais vous avez vu ces mails? Comme Miller, une dizaine de scientifiques suspectés de ghostwriting ont refusé de nous rencontrer. Jusqu'à ce petit miracle. À notre grande surprise, nous avons fini par obtenir rendez-vous à Londres avec un des plus grands toxicologues du Royaume-Uni. Le docteur David Kirkland a accepté de nous voir, à condition que nous lui payions son aller-retour dans la capitale anglaise, en business class. Vous avez fait bon voyage? Super. En 2016, David Kirkland a co-signé une synthèse majeure concluant à l'innocuité du glyphosate, dont l'indépendance est aujourd'hui contestée. Le chercheur ne supporte pas que son image soit ternie. Vous réalisez que dans toute cette histoire, vous avez le rôle du méchant? Oh oui, je le sais. Mais je pense que ma réputation seule suffit à démentir toutes ces accusations. Rien n'est justifié. Il n'y a aucun élément contre moi. Apparemment, Dr Kirkland est loin de se douter que nous avons retrouvé toutes les preuves que son texte a été en partie rédigé par Monsanto. Il y a d'abord ce PowerPoint de 2015, où l'on voit que la firme a organisé des réunions pour préparer en douce
une grande étude collective. Parmi les scientifiques jugés crédibles par Monsanto, Kirkland. Budget prévu pour l'ensemble du panel d'experts, 200 à 250 000 $, en fonction de ce qui pourra être écrit par Monsanto. Et ce n'est qu'un début. Il y a du glyphosate dans ce parc? Sûrement, je sais pas. Ce n'est pas dangereux pour l'écureuil? Apparemment, ça ne lui a pas fait de mal. Il est toujours vivant. La préparation de l'étude bidon est aussi évoquée par mail entre deux hauts responsables de Monsanto. Nous pourrions ghostwriter le passage sur la génotoxicité. On pourrait ajouter le nom Kirkland sur la publication. Il n'aurait plus qu'à signer et à poser son nom, pour ainsi dire. David Kirkland veut d'abord nous faire croire que ce projet de Monsanto n'a jamais été mis à exécution. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir face à vous, vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire « ça n'est pas arrivé ». Je travaille depuis 40 ans. J'ai une réputation à défendre. J'ai le respect des régulateurs, des académies, des scientifiques. Cela n'aurait pas servi mon image. Toutes les études que j'ai signées n'ont jamais été écrites, ni même influencées par Monsanto. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui. C'est une synthèse que vous avez coécrite. Est-ce que Monsanto a modifié ce texte? Non. Pas du tout? Personne de chez Monsanto n'a eu la moindre influence sur cette étude. Aucune. Parce que nous avons trouvé quelque chose de vraiment bizarre. Ça, c'est un mail d'un responsable de Monsanto disant « J'ai passé en revue l'ensemble de ce document. J'ai indiqué ce qui doit rester et ce qui doit être enlevé. » En pièces jointes, un document Word avec dans la marge une cinquantaine d'annotations d'un certain William Hedens, directeur de la sécurité des produits chez Monsanto. Il demande lui-même à ce que des phrases soient rajoutées, d'autres supprimées. Des remarques prises en compte dans le texte final par des experts se disant indépendants, qui ont tous signé une déclaration d'intérêt certifiant qu'aucun employé de Monsanto n'a revu leur manuscrit avant parution. On a la preuve que Monsanto a modifié beaucoup de paragraphes. Et vous avez certifié le contraire. C'est problématique, non? Ok. Où voyez-vous des commentaires de Monsanto? Regardez, cette phrase supprimée par les auteurs doit rester. Mais qui écrit ça? William Hedens. WH. Eh bien, je ne savais pas que c'était arrivé. Je n'avais jamais vu ce document avant. Je ne sais pas d'où ça vient. Je voudrais juste que vous nous disiez la vérité. Vous avez la moindre preuve qu'une partie de notre texte a finalement été supprimée? Oui, regardez ça, par exemple. Les auteurs ont accepté de l'enlever. Ok, juste une phrase? Ça ne change rien aux conclusions? Mais vous avez certifié qu'aucun employé de Monsanto n'avait passé en revue le manuscrit des auteurs avant publication. Je ne sais pas de quand date ce que vous me racontez. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que peut-être un employé de Monsanto, je crois que c'était William Hedens, avait apporté un petit peu d'éléments de contexte. Quelques toutes petites phrases en introduction. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Écoutez, on arrête tout, parce que je ne veux plus parler de ça avec vous. Maintenant, vous me donnez toutes vos images, parce qu'elles ne seront jamais diffusées. Je ne vous l'autorise pas. Du bout des lèvres, le docteur Kirkland a fini par admettre qu'il savait bien que le texte avait été retouché par Monsanto. Vous m'avez offert la chance de blanchir mon nom, et maintenant vous me traînez dans la boue? Je ne l'accepte pas. Je veux une copie de vos images, et vous éteignez tout maintenant. Après ce tournage, David Kirkland a longuement étudié nos preuves. Il a ensuite, avec les autres experts, publié un mot d'excuse et un correctif, reconnaissant des interventions mineures de Monsanto. En attendant, cette vaste étude, favorable au glyphosate, reste une référence de la recherche indépendante pour les régulateurs du monde entier.
À Los Angeles, nous retrouvons le professeur Seralini. Le chercheur français, dont l'étude sur les rats a été rétractée, tient sa revanche. Celui qui fut la risée du monde scientifique a rendez-vous avec les avocats du jardinier californien, en procès contre Monsanto. Moi, je n'étais pas fait pour combattre une industrie. Je ne suis pas contre l'industrie. Mais je suis contre la fraude criminelle qui fait que tous les gens sont malades et qu'ils organisent une science de pacotille et de malhonnêteté. Il est attendu comme le Messie au cabinet Baum, un des plus puissants au monde en matière de class action. Hello Lehman, how are you? On est ravis de vous recevoir. Enchanté. Bravo pour votre travail. Plus de 6 heures de discussion confidentielle pour étudier la possibilité de porter son conflit avec Monsanto devant les tribunaux américains. Ils atteignent la santé publique en ne disant pas toute la vérité et en distordant la réalité scientifique de manière organisée. Vous voyez, j'en ai toujours eu le sentiment, je l'ai toujours dit, là j'en ai les preuves. On pourrait porter plainte pour à la fois diffamation, fraude, atteinte à ma réputation et à mon travail, de manière à cacher la réalité, oui. Bientôt un client de plus pour ce cabinet. Aux États-Unis, plus de 10 000 malades du cancer se sont joints à la class action contre Monsanto. Chaque jour, on a de nouveaux clients. Des gens qui se disent « J'ai été exposé au Roundup et j'ai un cancer, je dois attaquer ». Mais si tout le monde gagne, ça va mal finir pour Monsanto. Ils feront faillite. Ils n'existeront même plus. C'est pour ça que je ne comprends pas leur attitude. Ils pourraient venir nous voir et accepter de s'occuper de toutes ces familles malades. Mais non, ils veulent se battre. Eh bien, on va continuer à aller devant les tribunaux, gagner des centaines de millions de dollars. On va continuer à les fracasser jusqu'à ce qu'ils disent « Ok, pardon, on va régler le problème ». Aucun employé de la firme, cité dans les Monsanto Papers, n'a répondu à nos sollicitations. À la place, nous avons été contactés par les responsables communication de Bayer. Le géant pharmaceutique, qui vient de racheter Monsanto, nous a proposé une interview de Franck Garnier, président de Bayer France. Est-ce que votre vie de PDG de Bayer est plus compliquée depuis que vous avez racheté Monsanto? C'est une question? Oui. Je vais être honnête. Ouais. Souriant, Franck Garnier veut jouer la transparence, sans renier le passé de Monsanto. Un exercice de communication périlleux, immortalisé par le caméscope du service presse de Bayer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de pratiques n'existe pas et n'existeront jamais chez Bayer. Et est-ce que vous condamnez ces pratiques qui ont eu lieu chez Monsanto à l'époque? C'est évident que pour moi, après ce que je viens de vous dire, pour moi, on a des comportements qui sont très clairs et ces comportements n'existent pas chez Bayer et n'existeront pas par la suite. Mais vous avez du mal à nous dire ce que vous pensez des pratiques qui ont existé chez Monsanto à l'époque. Mais ces pratiques, d'abord, elles ne sont pas prouvées. Encore une fois, là, on a tous les mails qui montrent, on parle de ce manuscrit pourrait être initié par Monsanto comme ghostwriter. Ghostwriting, rapports enterrés, affaire Seralini. Nous avons évoqué tous les dossiers avec Franck Garnier, documents à l'appui. Vous pouvez prendre, si vous voulez, 30 secondes pour le lire. Ce document, il est assez clair. Avec comme seule réponse les mêmes éléments de langage. Enfin, c'est une allégation. Ce document que vous me montrez, je peux pas savoir s'il existe réellement, si c'est une copie. Quand on parle de... Il est dans le dossier judiciaire, il a été déclassifié par la justice américaine, il est librement consultable sur Internet. Est-ce que c'est un document qui vous choque? Ces pratiques sont totalement exclues des comportements et des valeurs du groupe que je représente. Et donc il va falloir en une demi-heure d'entretien, vous les condamnez, ces pratiques? Le PDG de Bayer n'a jamais clairement condamné les agissements de sa nouvelle filiale et continue de contester le caractère cancérogène du glyphosate. Un déni insupportable pour les potentielles victimes. En France, une famille vient à son tour d'assigner Monsanto et Bayer.
Quand on l'a pris en photo, il était encore voyant. La voix de Théo Gratalou, 11 ans, est due à une anomalie congénitale. Une malformation qui pourrait être liée à l'herbicide utilisé par sa mère lorsqu'elle était enceinte. Ils ont conservé le flacon qu'ils osent à peine approcher. M'agite pas ça sous le nez, chérie, s'il te plaît. C'est le bidon de glyphosate que j'utilisais pour désherber la carrière. Et on le garde comme pièce à conviction, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le voir et à le toucher, c'est clair. J'ai passé du glyphosate sur 700 mètres carrés, exactement au moment où, chez Théo, se formaient l'œsophage et la trachée. C'est un moment très très précis, à la fin du premier mois de grossesse. Et donc à l'époque, j'étais enceinte de Théo, il a été conçu début août, et j'ai passé ce produit sur la fin du mois d'août. À la naissance de Théo, ses systèmes respiratoires et digestifs communiquaient. Le médecin qui l'a sauvé a attesté que l'herbicide avait probablement causé cette anomalie. Théo a subi une trachéotomie. Depuis, il vit avec un trou dans la gorge. Le fait de parler, de pouvoir t'alimenter, t'as l'impression de pouvoir vivre une vie tout à fait normale ou tu te sens quand même handicapé et diminué? Non, honnêtement non, parce que par exemple à l'école, je me sens pas diminué par rapport aux autres. Enfin peut-être à part en EPS où je peux pas faire de natation ni de course longue. Pourquoi? Parce que course longue, j'ai moins de souffle que les autres. Et natation, je suis pas étanche. Je suis pas étanche. Non, c'est vrai, t'es pas étanche, chérie. Les Gratalou gardent le sourire, mais ils sont convaincus que le glyphosate est un poison en vente libre. Après 11 ans de calvaire, ils viennent de porter plainte. Le déclic a été la révélation des Monsanto Papers. Pour nous, c'est une insulte aux souffrances de Théo, à tout ce qu'il a subi depuis qu'il est né. Il a subi 53 opérations. 53 opérations. Il a 11 ans. Il respire avec une trachéotomie, il n'a pas de corde vocale. Pourquoi vous portez plainte? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette plainte? On cherche à ce qu'enfin ils prennent conscience. Donc Monsanto, Bayer, mais aussi les pouvoirs publics, de la réelle dangerosité de ce produit. Que ce n'est pas juste des batailles d'experts et des postures. On n'est pas dans la posture, nous. On est une famille avec un enfant qui souffre. On n'est pas du tout dans la posture. Et toi, Théo, t'es en colère? Oui, contre Monsanto. Contre les dirigeants de Monsanto et Bayer qui a racheté Monsanto. Qu'est-ce que tu éprouves à leur égard? Pourquoi tu es en colère? Parce qu'ils savaient que c'était mal de vendre le produit, que c'était toxique. Et ils ont continué à le vendre. Tu aurais envie de leur dire quoi si tu pouvais les voir face à toi? Arrêtez de vendre, et même si ça rapporte beaucoup d'argent, arrêtez. La firme agrochimique rejette toute responsabilité de son produit dans les malformations de Théo. La justice française ne se prononcera pas avant de longues années. En attendant, en 2019, de l'autre côté de l'Atlantique, 7 nouveaux procès devraient se tenir contre Monsanto. Voilà pour le lobbying des industriels, mais que font les politiques? En France, à 2 reprises, les députés auraient pu inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi, mais à 2 reprises, ils ne l'ont pas fait. Alors on a voulu savoir ce qu'il s'était passé. Le vote impossible, c'est un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Tristan Walex, Mathieu Régnier et Karim Annette. On se retrouve juste après pour en parler avec le ministre de l'écologie François de Rugy, ici. Ce reportage, on l'a voulu écolo. Pour enquêter sur une loi qui n'a pas vraiment marché, comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes parce qu'on est à vélo? Bah ouais, c'est drôle, non? Oh non, on peut trouver mieux. Est-ce que ce serait pas plutôt l'histoire d'un rétropédalage? On n'était pas trop de 2 pour essayer de comprendre l'histoire d'En Marche et du glyphosate. En octobre 2017, les députés de la majorité avaient signé une tribune dans Le Monde. Nous, députés de La République En Marche,
demandons une interdiction du glyphosate. Le président de la République lui-même s'était engagé sur Twitter. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que les alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. Hashtag Make our planet great again. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Et pourtant, la majorité a fini par voter contre l'interdiction du glyphosate. Est-ce le fameux « et en même temps » d'Emmanuel Macron? Afficher une promesse écologique et en même temps refuser de l'inscrire dans la loi. Et en même temps. Bienvenue en politique, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. En mai dernier, la proposition d'interdire le glyphosate était portée par 2 députés marcheurs. Mathieu Orphelin, bras droit de Nicolas Hulot, et sa collègue, Sandrine Lefeur, agricultrice bio dans le Finistère. Orphelin, Lefeur et 43 autres. Ils déposent un amendement co-signé par 45 députés En Marche. Le glyphosate est interdite à compter du 1er mai 2021. Un copier-coller du tweet présidentiel. Alors qu'on faisait une grande loi pour l'agriculture et l'alimentation durable, ça me paraissait impossible qu'on n'évoque pas ce sujet du glyphosate. On voulait relancer ce débat-là, on voulait obtenir des engagements supplémentaires de la part des ministères et du président. En mai dernier, 12 jours avant le vote, Sandrine Lefeur et Mathieu Orphelin sont pleins d'espoir. Leur amendement a reçu le soutien du numéro 2 du gouvernement de l'époque, le ministre d'État, Nicolas Hulot. Moi, je suis favorable à ce qu'on inscrive dans la loi l'interdiction du glyphosate. Mais les 2 députés vont vite apprendre qu'ils ont contre eux un autre poids lourd du gouvernement. En pleine manifestation avec un syndicat agricole, un participant les prévient que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, vient de les clasher sur Internet. Je voulais juste revenir un petit coup sur ce qu'a dit Sandrine. Et puis, là, j'ai dans les mains ce discours de Macron de Rungis. Selon le ministre, l'interdiction du glyphosate n'a jamais figuré dans le projet de loi et l'amendement n'a été déposé que par un député. En découvrant le tweet de son ministre, Sandrine Lefeur en oublie son micro. Je l'ai relu parce que notamment... Les parlementaires réalisent que Stéphane Travert, qui est contre une loi glyphosate, a remporté l'arbitrage de l'Élysée. Mais ces députés sont prêts à jouer les frondeurs, car ils savent que leur amendement est très populaire dans la majorité et qu'il a toutes les chances d'être adopté. Sur cette notion, le juste prix payé. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés. Objectif, aller à l'encontre du président. Mais le soir du vote, les députés vont comprendre qu'à l'Assemblée, ce ne sont pas vraiment eux qui font la loi. La parole est maintenant à monsieur Mathieu Orphelin. L'inscrire dans la loi n'est pas le summum ou le Graal ou le scalp ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est utile, ce sera utile. Le groupe La République En Marche a décidé de voter contre l'amendement. J'ai complètement confiance en la parole du président de la République et je n'ai pas besoin de l'écrire dans la loi pour être assuré que cet engagement sera tenu. Pour Jean-Baptiste Moreau, rapporteur de la loi, c'est tout à fait logique. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, on en sortira. Juste, il n'est pas nécessaire au jour d'aujourd'hui de le mettre dans la loi. Il vaut mieux qu'on progresse avec la science et qu'on progresse en convainquant aussi nos partenaires européens. Je veux dire, c'est pas juste de le marquer dans la loi qui suffit à le faire réaliser. Des explications inaudibles pour les députés d'opposition, à commencer par Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette décision n'est matérialisée par aucun acte juridique, ni une circulaire, ni un décret, ni un article de loi. Et donc tant qu'en fait, il n'y a pas d'officialisation juridique de cette décision d'interdire le glyphosate en France, eh bien les firmes de l'agrochimie considèrent que c'est une décision qui n'existe pas. Dès le lendemain du vote, de nombreux citoyens expriment leur mécontentement sur Internet. Les députés ont reçu des centaines et des centaines de mails. Tout ça, c'est parti d'un petit local ici, d'une ONG. Agir pour l'environnement a mis en ligne un trombinoscope.
Bonjour. Le vote de chaque député a été détaillé, circonscription par circonscription. Il y a même un formulaire pour interpeller les élus. Plus de 10 000 mails ont été envoyés en quelques semaines. Votre geste est sinon criminel, au moins inconscient, et je me demande comment vous pouvez être député. Est-ce de la lâcheté ? Que faut-il pour que les politiques prennent leurs responsabilités ? Ils ont pris leurs plumes, ils ont pris le temps de rédiger des messages et ils les ont envoyés à leurs parlementaires et manifestement, ils attendent des réponses. Voilà. Donc les députés qui ne sont pas habitués à recevoir ces messages ont réagi de façon relativement épidermique en se sentant agressés là où il n'y a qu'une démocratie qui fonctionne bien. Parmi les députés les plus ciblés, ceux qui paraissaient en pointe du combat contre le glyphosate et dont le revirement a été particulièrement mal compris. Même certains auteurs de la fameuse tribune dans Le Monde ont finalement voté contre la loi. Excusez-moi, vous me posez une question sur le glyphosate? Nous avons interviewé 2 des signataires. En même temps. Ma question est très simple. Oui. Vous aviez signé une tribune pour nos députés de la République En Marche demandons l'interdiction du glyphosate, enfin l'interdiction. En tout cas, on demandait à ce que ça soit pour 5 ans, pas au-delà. D'accord. Dans la tribune, on n'a jamais dit qu'on l'inscrirait dans la loi. On a dit qu'on en sortira en 2021. En quelques mois, vous êtes passé de nous interdire. Non, c'est cohérent. Ma position, je la trouve très cohérente. Et là, on change la méthode. Auparavant, on inscrivait dans la loi et puis après, tout le monde s'en fichait. Ça ne sert à rien d'écrire noir sur blanc. La loi sert à rien? Non. Jugez-nous sur nos résultats. Les gens nous jugeront sur les résultats. Il y a des députés qui pensent qu'une loi n'aurait servi à rien. Cet amendement-là, 1570... Nous en avons trouvé un autre, Monsieur Fievé. Lui ne se souvient même pas qu'il était co-auteur de l'amendement. Si vous me voyez où là-dedans, avant de voter contre lui-même. Monsieur Fievé, ça. Oui. Mais du coup, là, on était étonné que vous ayez voté contre un amendement que vous aviez co-signé. Et là, vous me l'apprenez. Mais attendez, c'est peut-être qu'on s'est trompé d'amendement. Pas éduqué. Il faut pas le mettre de côté. L'amendement présenté par Orphelin, Le Feur, vous êtes une quarantaine de députés. Et effectivement, il y en a très peu de ces députés qui ont finalement voté pour. On va vérifier les signatures. On va vérifier. Oui. Et ça vous arrive souvent de voter contre des amendements que vous signez? Non, je pense que c'est le premier, à vérifier. Enfin, je vérifie maintenant, mais c'est le premier. Il y a un côté un peu schizophrène, non? Non, pourquoi vous avez signé un amendement et puis vous avez voté contre votre amendement. Mais ça arrive plein de fois, ça. Par rapport aux autres députés, ils font la même chose aussi. Vous m'avez dit que c'est la première fois que ça vous arrive? Pour moi, oui. Et après, les autres collègues le font aussi, c'est pas un souci. C'est juste, il y a une discussion, le gouvernement s'y est engagé, supprimons son gouvernement, le président s'y est engagé également, je ne suis pas inquiet là-dessus, ça sera supprimé. Vous avez tellement changé d'avis que vous ne vous souvenez même plus que vous aviez signé cet amendement. C'était occulté. C'est occulté. Écoutez, on va y aller. Voilà. Merci. De rien. Des députés qui rétropédalent. Mais la plupart, 85%, ont carrément séché le vote. La nuit du 28 mai, l'hémicycle était quasi désert. Pas adopté. 6 mois plus tard, nous avons cherché à savoir où étaient passés ce soir-là les 492 députés absents. Non. Pour n'en rater aucun, c'est du papier bio. Nous avons adressé un questionnaire 100%. à l'ensemble des parlementaires. Pas très écolo. On essaye de comprendre un peu ce qui se serait passé s'il y avait eu plus de monde dans l'hémicycle ce soir-là. Ah oui, c'est une bonne question. J'étais pas là, ça a eu lieu à 2h du match, je pensais que le vote aurait lieu le lendemain. Oui. Je vais le mettre dans une pochette. D'accord. Et quand vous voulez, vous parlez uniquement de glyphosate ici? Nous, on parle que de glyphosate. Enfin, en ce moment. En tout cas, je regarderai ça avec attention. C'est gentil, merci. Plutôt fair-play, ils sont plus de 200 à avoir pris la plume pour nous confier leur mot d'absence. Je ne savais pas que l'amendement passerait cette nuit-là. J'étais en séance jusqu'à minuit 45, pas de bol. Les amendements sont numérotés compte tenu du nombre d'amendements. Je suis les lundis. J'estime par ailleurs ne pas avoir justifié de mon emploi du temps. J'avais des engagements sur mon territoire après une fête des mères dans l'hémicycle. J'avais souhaité passer un peu de temps avec mes enfants que je ne vois plus beaucoup. De nombreux élus nous ont donné la même excuse.
Je ne savais pas que l'amendement passerait ce soir-là. C'est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui avait décidé de prolonger la séance pour une raison évidente, donner le moins d'écho possible à ce débat. Il y a quand même pas mal de députés En Marche qui... Près d'un quart des réponses pointent du doigt l'heure tardive du vote. 2 heures du matin. 1 heure après la limite théorique prévue par le règlement. La prolongation de la séance a été décidée par le président de l'Assemblée nationale de l'époque. François de Rugy est devenu ministre de l'écologie. Il nous a trouvé un petit créneau dans son agenda de ministre pour nous expliquer pourquoi l'amendement avait été voté en pleine nuit. Y a-t-il eu volonté d'organiser un vote en catimini? Nous lui avons apporté les mots d'excuse des députés. Éric Bothorel, je ne savais pas que l'amendement passerait cette nuit-là. J'étais en séance jusqu'à minuit 45 et il était anticipé que l'amendement passerait le lendemain. Stéphane Trompi, je ne savais pas qu'il passerait pendant la nuit. Laurence Vichnievsky, nul n'est dupe de la manœuvre, surtout quand l'amendement vient en débat nuitamment et tardivement. Ce sont des gens qui font partie de la majorité qui disent cela. Oui, mais... Ils ne sont pas venus voter parce qu'ils ne savaient pas, disent-ils, que l'amendement allait passer le 28 mai, à 1h du matin. Personne ne savait quand est-ce qu'il allait passer. Moi-même, président de séance, je ne suis pas en mesure de dire, quand je suis président de séance, quand est-ce que va passer tel article, tel amendement. Comment vous expliquez donc que des députés de la majorité parlent de manœuvre du gouvernement pour faire voter un amendement en pleine nuit? Mais c'est une manœuvre de personne. C'est le résultat du fait que les débats s'éternisent. Mais ce ne sont pas des députés de l'opposition, c'est ça qui est Le gouvernement, étonnant, d'ailleurs, n'a absolument pas... Alors là, moi, vous savez, j'assume mes responsabilités. Et donc, le gouvernement n'a fait aucune pression. Il y a des députés qui, peut-être, sont un peu gênés aux entournures de ne pas avoir été là à telle ou telle séance. Mais vous savez, il faut assumer qu'on ne fait pas tous les débats à 577 députés présents dans l'hémicycle. 3 mois après le premier vote, les députés ont eu à se prononcer de nouveau, car le glyphosate est repassé en 2e lecture. L'ONG Agir pour l'environnement a cette fois sorti son mégaphone. On espère que ça ne se fera pas une fois encore à 2h du matin et on espère que les parlementaires qui étaient absents la première fois seront bien présents pour porter le fer, porter le débat et représenter la voix du peuple. Ce 14 septembre, nous pensions que l'amendement serait discuté dans un hémicycle plein, bien avant 2h du matin. C'est quel sujet? Le glyphosate, vous savez vers quelle heure ça va passer? Aucune idée. Dès le début de la soirée, nous comprenons que Stéphane Travert n'a pas l'intention d'avancer le vote glyphosate, malgré la demande de l'opposition. Je suis un lève-tôt et un couche-tard. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. En tous les cas, passé 11h du soir, j'ai, habituellement une forme olympique. Et plus les heures passent, plus cette forme augmente. Les députés ont même réussi à être encore moins nombreux que la première fois et à siéger encore plus tard. 5h du matin, ce n'était pas arrivé depuis plus de 3 ans. Et au moment de voter, surprise. La séance est suspendue pendant plus d'1 quart d'heure. Les députés En Marche sont réunis dans un salon privé de l'Assemblée. Le film est en face, mais pas sur le côté. D'accord. Pas question d'approcher. Dans un miroir, nous apercevons le ministre de l'Agriculture s'adressant aux élus de la majorité. D'après plusieurs participants, il aurait fermement rappelé la position du président. Interdiction d'interdire le glyphosate par la loi. Donc vous étiez dans la petite réunion là? Ouais. Et alors on vous a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah bah, elle a compté. 1, 2, 3, 4. Et on essaie de vous pousser à voter contre? Les gens ont des arguments. Non, mais chacun fait valoir ses arguments. Hein. Certains disant si le président a désavoué. Enfin, non, c'est pas comme ça. Si c'est voté, le président sera désavoué. Et là, quand il y avait la réunion, ils ont hésité à se dire on ne fait pas, c'est trop juste. Il y avait un petit peu de stress, oui. Du stress. Mais finalement, les députés ont respecté la consigne. L'exécutif a gagné. Avec 7 petites voix d'écart, la loi n'interdit pas le glyphosate. Les élus ont-ils vraiment eu le choix de leur vote? Par téléphone, certains d'entre eux nous confient que la majorité a activé ce soir-là ces députés gendarmes, dont le nom de code fait sourire dans les couloirs de l'Assemblée. Il y en a des VIP, des whips. Vous connaissez l'expression des VIP, non? Non, je connais pas. C'est quoi? C'est de l'anglais. Les VIP? Les vieilles importants parlementaires? Mais non! 4, 3,
les WIP. C'est le nom, à l'américaine, des agents anti-frondeurs, mis en place par La République En Marche. Les whips? Mais à quoi ça sert, les whips? Le mot en anglais veut dire fouet, c'est ça, hein? Le whip, c'est... Pour fouetter les députés de La République En Marche? Non. Quand vous êtes dans l'hémicycle, vous les voyez s'installer à côté d'un, d'autres. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte. Je ne sais pas ce que vous allez imaginer, mais il n'y a pas de pression. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez une discussion, on vous dit attention, il y a une question de cohérence sur cette question-là. Pourquoi ne pas le voter? Pourquoi voter un autre amendement? Ou pourquoi voter tel ou tel texte? Vous n'avez pas de coup de fouet alors? Non, j'ai pas de coup de fouet. Promis, j'ai le dos nickel, intact. Les whips, non? L'une des whips chargées du glyphosate, Je vais te montrer un truc. c'était elle, Célia Delavergne. La nuit du vote, elle aurait fait une drôle de proposition à un député récalcitrant qui nous le confie par téléphone. Elle m'a juste dit, t'es sûr, tu veux pas t'absenter au moment du vote? Elle vous a vraiment demandé si vous pouviez partir pendant le vote. C'est classique, vous savez, s'il y a un vote qui vous dérange et que vous êtes dans la majorité qui porte ce vœu ou cet amendement ou cette loi, tu veux pas l'épicer à ce moment-là, quoi. C'est comme ça qu'on vous le dit gentiment. La nuit du 14 septembre, vous avez demandé à des députés de ne pas venir voter? De ne pas venir voter? Oui. Non, bah non. Non, chacun qui met les pieds dans l'hémicycle peut voter. Ça, il n'y a pas de... Non, mais de ne pas voter, de s'absenter, d'aller aux toilettes pendant 5 minutes. Ah non, ça non. Jamais je demande à quelqu'un de s'absenter de l'hémicycle. On a un député qui nous a raconté ça. De s'abstenir? Peut-être pas de s'absenter. Ah, pas de saps. Hanter, Juste de saps. tenir. Moi, j'ai dit aux gens, voilà la position. Je vous invite à voter contre. Pour ceux qui hésitent ou qui votent pour, je vous invite d'abord plutôt à voter contre, mais le cas échéant de vous abstenir sinon. Là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez demandé à quelques-uns de s'abstenir. Une abstention, justement, nous a vraiment étonnés. Madame Lefebvre, bonsoir. Vous êtes abstenue? Pourquoi vous êtes abstenue? Vous aviez signé une tribune pour demander la fin du glyphosate? Entre le premier et le deuxième vote, Sandrine Lefebvre, la plus anti-glyphosate de tous les anti-glyphosates, semble s'être métamorphosée. Le fait de l'inscrire dans la loi, je pense que ça aurait bien posé les choses. Donc le mettre dans la loi ou pas, pour moi, ça ne change rien. Et ça aurait amené un dynamisme par rapport à ça, pour avancer plus vite vers la sortie. Ça aurait pu amener une sorte de dynamisme pour avancer un peu plus vite vers la sortie? Non, le dynamisme, il est là. Ouais. Non, c'est uniquement pour respecter l'engagement. Aller imposer quelque chose dans la loi, après avoir pris du recul, je me dis que c'était pas forcément la bonne solution. Mais c'est ça, vous disiez exactement l'inverse il y a encore quelques mois. Bah oui, mais on change, on évolue, c'est normal, on discute avec les acteurs, ça me pose pas de problème d'évoluer sur cette question-là. Son acolyte, Mathieu Orphelin, lui, n'a pas eu à se prononcer. Le 14 septembre, il est à bicyclette, avec Édouard Philippe, loin de l'Assemblée. Le Premier ministre avait décidé de présenter le plan vélo dans sa circonscription d'Angers. Le plan vélo, c'était plus important que le glyphosate? Mais tout est important. C'était Je plus pense important que l'interdiction du glyphosate? Mais glyphosate, j'avais fait mon job. Mon job, il était fait. Qu'est-ce que ma présence aurait amené de plus à la cause de la sortie du glyphosate ce soir-là? Rien. Il faut savoir perdre en politique. Quand vous n'êtes pas majoritaire, vous obtenez des choses à côté. Finalement, les députés ont au moins obtenu un plan de sortie du glyphosate, basé sur la confiance envers les agriculteurs. Plutôt qu'une loi, le président a imposé sa méthode, plus nouveau monde. Est-ce que ça avait un sens que je mette dans la loi pour tout le monde en 3 ans, je vais changer les choses? Aucun. Aucun. Il l'a annoncé en avant-première à la French Tech. Créons une start-up d'État qu'on va incuber, où on aura quelqu'un, une start-up, on va voir comment on l'appelle, je m'engage contre le glyphosate, où tous les agriculteurs qui sont prêts à y aller s'inscrivent, se mettent, rendent la chose lisible, créent la pression sur les autres, créent la traçabilité de leurs produits pour dire tout ce qui est fait sans glyphosate. Pour l'heure, la start-up d'État, c'est ce site internet. Il recense les agriculteurs qui se sont engagés depuis 2 mois à sortir du glyphosate. Pour l'instant, et en même temps, ils sont 2.
Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, est avec nous. Vous l'imaginez, on a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de questions à vous poser. On l'a vu à l'instant, seulement 2 agriculteurs qui se sont engagés à abandonner le glyphosate sur votre site internet depuis la mise en place de ce site. On se demande si votre méthode est véritablement efficace. Alors, il y a beaucoup plus d'agriculteurs en France qui ont déjà abandonné le glyphosate. C'est vrai qu'il y a eu cette volonté de lancer un appel à ce que les agriculteurs qui le font puissent un peu convaincre d'autres agriculteurs qui ne l'ont pas encore fait, et ça n'a pas marché, il faut le reconnaître. Ce site internet, il n'est qu'en tout début, et donc la politique que nous menons, c'est une politique volontariste pour la sortie du glyphosate en 3 ans. On a le sentiment que le message est brouillé, si vous voulez. Le président de la République dit qu'il faut interdire le glyphosate. Sortir en 3 ans. En 3 ans. Et au final, on vient de le voir dans notre reportage, tout a été fait pour que ce ne soit pas inscrit dans la loi. Comprenez que le citoyen, il a du mal à comprendre. Ce qui compte, c'est le résultat. Dès le 1er janvier de cette année, nous avons interdit 150 produits contenant du glyphosate. Il y en avait 200 qui étaient à la vente, et nous en avons déjà interdit 150. Et il y en a 50 pour lesquels nous avons demandé à l'ANSES, c'est-à-dire notre agence française sur la sécurité sanitaire, de regarder toutes les autorisations de mise sur le marché sans attendre 2021. Alors justement, vous parlez des doutes sur la santé. Vous l'avez vu avec notre glyphotest. Voilà, hein, tous les gens qui ont participé à ce glyphotest, on en a tous dans l'organisme du glyphosate. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde. Et puis ce qui est inquiétant, et on en a beaucoup parlé ici avec les gens du marché de Marly, c'est qu'on ne peut pas s'en protéger en fait. Donc vous comprenez l'inquiétude des citoyens, des consommateurs, des parents pour leurs enfants. Non seulement je la comprends, mais je la partage. Vous savez, j'ai moi-même des enfants. Je vois autour de moi, comme tout un chacun, que les cancers se développent parfois de plus en plus jeunes. Être allé plus loin. Et donc notre volonté, c'est bien d'en sortir en 3 ans, car si jamais les filières agricoles n'arrivaient pas à se mettre d'accord, n'arrivaient pas à se mobiliser d'ici 2021, eh bien à ce moment-là, il y aura une loi en 2021, une loi couperet en quelque sorte. Vous vous y engagez? Ah mais naturellement. C'est un engagement. Je l'avais dit d'ailleurs avant d'être ministre, je le redis en tant que ministre, en 2021, nous en aurons fini avec le glyphosate en France. Vous dites bien loi couperet. Tout à fait. C'est clair. C'est l'engagement que nous avons pris, qui est l'engagement de tout le gouvernement. Mais il n'y aura pas de dérogation. Notre volonté est en effet qu'il n'y ait pas de dérogation, que l'on aille jusqu'au bout. Vous savez quel est l'un des principaux utilisateurs de glyphosate en France? C'est la SNCF pour les voies de chemin de fer. Eh bien moi je l'ai dit au président de la SNCF qui me disait « Ah mais peut-être que nous, il nous faudrait justement une dérogation, etc. » J'ai dit non, il faudra que vous trouviez des moyens, et il y en aura, pour vous passer du glyphosate pour désherber les voies de chemin de fer. Alors vous le savez certainement, en France, une famille a porté plainte contre la multinationale Monsanto. On l'a vu dans notre reportage. Il s'agit de Sabine Gratalou, elle accuse le glyphosate d'avoir empoisonné son fils Théo. Et vous allez le voir, il a une question à vous poser. On va regarder ça ensemble. Je voudrais poser une question au ministre. Quand est-ce que le ministre de l'écologie sera assez courageux pour faire arrêter le glyphosate et tous les autres pesticides malgré la pression des lobbies? Je voudrais bien connaître la réponse. Moi, je comprends non seulement évidemment la souffrance, à la fois d'un enfant d'abord, mais aussi de ses parents. Après, et je comprends leur démarche, y compris devant les tribunaux, pour faire établir la vérité et sans doute obtenir réparation. Il vous pose une question précise. Quand est-ce que vous aurez le courage d'interdire le glyphosate et les autres pesticides? Vous savez, je ne tire pas de gloire particulière de ce que nous faisons, mais nous sommes, encore une fois, le seul pays de l'Union européenne à prendre ces mesures pour que d'ici 3 ans, le glyphosate se soit fini. Vous savez que cette dame, si elle a utilisé du glyphosate pour son jardin, c'est déjà interdit. La loi, elle a été appliquée au 1er janvier de cette année, interdiction totale de l'utilisation du glyphosate dans tous les jardins publics, dans tous les parcs et aussi dans tous les jardins privés. C'est le fameux Roundup qui était le produit de Monsanto. Nous sommes un des seuls pays au monde qui ose s'affronter à Monsanto et à toutes ces grandes entreprises. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser ces grandes entreprises privées faire la loi
en matière de produits phytosanitaires. Il y a des intérêts colossaux, vous le savez, vous l'avez montré dans vos reportages, Ouais. 800 000 tonnes de ce produit à l'échelle mondiale, plus de 8 000 en France. Là d'ailleurs la consommation de glyphosate avait beaucoup augmenté en France jusqu'en 2014. Heureusement depuis 2014 elle est déjà en baisse et nous allons en sortir d'ici 2021. Il y a un pays qui a décidé d'arrêter complètement le glyphosate, c'est le Sri Lanka et justement, Tant mieux. on vous y emmène parce que le pays a pris une décision radicale en 2015, l'interdiction totale du glyphosate. Là-bas, l'herbicide est soupçonné d'avoir provoqué la mort de 25 000 personnes. Regardez plutôt le reportage, il est signé Élise Menant, Soigny Thiebaud, Cédric Baume et Marielle Croux. Au Sri Lanka, des milliers d'hectares de rizières sont désherbés comme au temps d'avant. Les paysans ont troqué leurs bidons de pesticides pour le labour des tracteurs. Les herbes les plus récalcitrantes sont arrachées à la force des bras. En 2015, le Sri Lanka est devenu le premier pays au monde à totalement interdire le glyphosate. Le premier à faire le pari de se passer de l'herbicide le plus utilisé au monde. Tout est parti d'une maladie mystérieuse dans le nord du pays. Une épidémie d'insuffisance rénale qui a déjà fait 25 000 morts et qui touche encore 73 000 personnes. À 48 ans, Nawaratne marche péniblement. Chaque mouvement est devenu une souffrance. Je suis très fatigué maintenant. Je ne peux plus travailler comme avant. J'ai du mal à respirer. J'ai mal partout. J'ai des douleurs dans les jambes, dans la poitrine, dans les mains. Depuis 30 ans, Nawaratne cultive le riz dans le nord du Sri Lanka. Selon lui, c'est en voulant venir à bout de ces mauvaises herbes qu'il serait tombé malade. Avant, c'est comme ça que je désherbais. Je mettais du glyphosate dans le bidon et je mélangeais avec de l'eau. Ensuite, je fermais comme ça. Et je mettais le bidon sur mes épaules. Le glyphosate, ce serait la cause de sa maladie. Pourtant, pour Nawaratne, c'était un produit miracle qu'il répandait 2 fois par an et dont il ne se méfiait pas. C'était très efficace quand on mettait le glyphosate. Le lendemain déjà, les herbes devenaient jaunes. Et en 2 jours, on arrivait à tout brûler. Pendant des années, Nawaratne buvait même l'eau de la rizière quand il était au champ, comme ses ancêtres ont toujours fait. Je ne rapportais jamais d'eau de la maison. Quand j'avais soif, je buvais l'eau d'ici, comme cela. Et c'était plein de glyphosate? Personne ne nous disait que ça pouvait être dangereux. Quand la maladie est apparue, les personnes gonflaient et puis elles mouraient. Ce n'est que plus tard qu'on a su que c'était la maladie des reins. L'insuffisance rénale est une maladie chronique qui existe partout dans le monde. Mais dans le nord du Sri Lanka, elle touche jusqu'à 20% de la population, 4 fois plus que dans le reste du pays. C'est dans le village de Sripura que la maladie des reins est apparue pour la première fois il y a 25 ans. Nawaratne a toujours vécu ici. Il a été diagnostiqué il y a 9 ans. Depuis, il ne pèse plus que 45 kilos. Toi, tu manges pas. Je ramène que 2 assiettes.
Les reins servent à éliminer les toxines et l'eau dans le corps. Ceux de Nawaratne ne fonctionnent presque plus. Il doit suivre un régime spécial, un seul repas par jour et pas plus d'un demi-litre d'eau. Si je mange 3 repas, je souffre encore plus pendant les 4 jours qui suivent. Et si je bois trop, j'ai du mal à respirer. Parfois, j'arrive à rester sans boire une seule goutte d'eau dans la journée. J'évite même ma tasse de thé. C'est maintenant sa femme qui s'occupe de tout. De la maison, des travaux dans les champs. Avant, j'avais le courage, la santé, l'argent. Maintenant, je regarde passer ma vie. Je ne sers plus à rien. Nawaratne est en phase terminale de la maladie. Sa vie est désormais rythmée par ses séjours à l'hôpital, où il se rend 2 fois par semaine. L'insuffisance rénale est devenue la première maladie chronique de la région. Ce centre de santé est débordé. Il ne parvient pas toujours à faire face à l'afflux de patients. Après des heures d'attente, Nawaratne peut enfin recevoir son traitement. Pendant 4h30, la dialyse va faire le travail que son rein ne peut plus faire. On prélève son sang par ce tuyau. Ça, c'est un rein artificiel qui purifie son sang. Par ce tuyau-là, on évacue l'eau et tous les déchets inutiles. Depuis l'ouverture du service de dialyse il y a 5 ans, plus d'un tiers des patients sont morts de la maladie. Avec ses 9 ans de dialyse derrière lui, Nawaratne fait figure de vétéran. Quand la dialyse commence, petit à petit, je me sens soulagé parce que l'eau est évacuée de mon corps. Et au bout de 2 heures déjà, je redeviens normal. Mon visage commence à dégonfler. Sur les 73 000 personnes atteintes de la maladie, une grande majorité travaille ou vit dans les rizières. L'épidémie est longtemps restée un mystère jusqu'à ce qu'un homme décide de comprendre. Shana Jayasumana en a fait le combat de sa vie depuis 11 ans. Il est docteur à l'université de médecine de la région. Après des années de recherche, il affirme avoir trouvé le coupable, les pesticides, glyphosate en tête. Vous voyez la différence entre un rein normal et un rein malade. Le rein normal pèse environ 150 grammes et le rein malade 30 à 40 grammes. Au début de notre étude, on n'a pas tout de suite pensé aux pesticides. Mais on s'est vite rendu compte que les gens qui utilisaient le glyphosate avaient 5 fois plus de risques d'avoir la maladie. Alors on a cherché quel pouvait bien être le lien. Ce lien, le docteur Shana l'aurait trouvé en examinant l'eau de la région. Elle est en moyenne 5 fois plus riche en métaux lourds que dans le reste du pays. Or, ces métaux lourds ont la particularité de retenir le glyphosate pendant des années dans l'environnement. Le glyphosate épandu dans les rizières pénètre dans les sols, s'infiltre dans l'eau des nappes phréatiques, où il est retenu pendant des années. Et ensuite, nos paysans innocents utilisaient cette même eau pour boire ou pour préparer à manger. Donc de grandes quantités de glyphosate pénétraient dans leur corps et s'accumulaient dans leurs reins. Devant la crise sanitaire, le Sri Lanka applique le principe de précaution et interdit le glyphosate en 2015.
Dans les rizières du Nord, le retour au labour se fait sans heurts. Les parcelles sont petites, faciles à désherber. Mais cela ne va pas être aussi simple partout dans le pays. L'interdiction se heurte à d'autres intérêts économiques. Pour Shana Jayasumana, c'est le début des problèmes. C'est son étude qui a motivé l'interdiction du glyphosate. Le scientifique devient alors la cible des critiques. On a reçu des menaces directes, des menaces de mort par téléphone ou par lettre, et aussi des menaces indirectes. Beaucoup d'articles ont été publiés dans les journaux pour saper, discréditer notre étude scientifique. On a été exclus du circuit des bourses et des prix universitaires. Selon lui, derrière ces menaces, il y aurait l'industrie agrochimique. C'est un crime contre l'humanité. Par son pouvoir politique et son pouvoir financier, l'industrie a cherché à cacher la réalité de la maladie. Des milliers de personnes au Sri Lanka, mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique, meurent d'insuffisance rénale à cause d'un produit chimique fabriqué par le monde occidental. Et l'interdiction du glyphosate à cause d'une épidémie dans le nord du pays va déclencher la colère du Sud. Loin des rizières de quelques hectares seulement, ici ce sont d'immenses exploitations qui s'étendent à perte de vue. Les plantations de thé. C'est le cœur économique du Sri Lanka, la deuxième exportation du pays, qui fait vivre 10% de la population. Dans ces champs, pas de maladie des reins. Les paysans ne boivent pas d'eau polluée. En revanche, sans glyphosate, l'industrie aurait perdu 20% de ses rendements. Herman produit du thé depuis plus de 50 ans et il n'a jamais vu ça. Il vend un produit haut de gamme, notamment à une grande marque française. Depuis l'interdiction du glyphosate, il a l'impression d'avoir perdu le contrôle de certaines parcelles de sa plantation. Regardez, vous voyez toutes les mauvaises herbes? Là, il y en a partout. Celle-là, c'est la pire. Dans cette herbe, il y a 1 million de petites graines qui s'envolent et qui peuvent se déposer partout dans le champ. Voilà ce qui se passe sans glyphosate. Il faudrait désherber à la main, mais on n'y arrive pas. Vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. Arracher les herbes une par une, à la main. Pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative au glyphosate. Herman a donc embauché des ouvriers, mais sur 40 hectares, c'est un travail laborieux, moins efficace et qui coûte plus cher. On a 5 ouvriers agricoles aujourd'hui. Ils vont devoir travailler 10 jours sur cette parcelle. C'est tellement plus cher. Si on utilisait du glyphosate, ça se ferait en un jour, ça nous coûterait 25 € pour un demi-hectare. Là, ça va nous coûter 250 €. 250 €? Mais c'est 10 fois plus cher. Oui. Comment Herman fait-il pour s'en sortir financièrement? Au détour d'un chemin, il finit par nous faire un aveu. Pour ne pas perdre trop d'argent, il n'hésite pas à violer la loi. Comment vous faites du coup sans glyphosate? Eh ben, on utilise du glyphosate. Pardon? On utilise du glyphosate. Mais comment c'est possible?
Ils font rentrer le glyphosate illégalement dans le pays, sur le marché noir. Et vous l'achetez? Oui. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est du glyphosate ou quelque chose d'encore pire. Donc en fait, vous savez pas ce que c'est? En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on répand. Vous risquez quoi à acheter du glyphosate illégal? On prend un gros risque. Bien sûr, on essaie de ne pas se faire attraper. On achète à des sources fiables. Mais on peut avoir des problèmes. Peut-être pas la prison, mais on peut avoir une amende. Une grosse amende? Oui, une grosse amende. Vous savez combien? Je sais pas. Mais si on n'utilise pas de glyphosate, autant abandonner la plantation. C'est tout. Impossible de savoir si le cas d'Herman est isolé. Les contrôles sont rares. À Colombo, la capitale, la colère des plantations a fini par être entendue. Le gouvernement vient de lever l'interdiction du glyphosate, uniquement pour le thé et le caoutchouc. La mesure devrait être effective d'ici quelques mois. Roshan Rajadurai est porte-parole de l'association des planteurs de thé. Il a fait du lobbying pendant 3 ans pour que l'interdiction soit levée. C'est trop tard. Les herbes sont partout. On a de larges parcelles qui sont complètement recouvertes de mauvaises herbes. 5 à 10% de nos champs sont totalement abandonnés parce qu'on n'avait pas le choix. Sans glyphosate, on n'y arrivait pas. Nous, on a maintenant les coûts les plus hauts, la plus faible productivité. Nous sommes devenus non compétitifs. On s'est imposé un fardeau à nous-mêmes. Je pense qu'on va subir les conséquences de l'interdiction pendant très longtemps. Au moins 25 à 30 ans avant qu'on ne puisse s'en remettre. Le Sri Lanka a-t-il interdit le glyphosate trop rapidement, sans chercher d'alternative? Ou a-t-il appliqué un principe de précaution nécessaire devant une épidémie mystérieuse? Pour Shana Jayasumana, le Sri Lanka libéré des pesticides peut maintenant réinventer un modèle. Le scientifique a quitté son laboratoire du Nord pour les rues de la capitale, où il espère devenir conseiller du Premier ministre. Son combat est désormais politique et il dépasse les frontières de son pays. C'est vous, les Occidentaux, qui avez fabriqué ces produits chimiques. Vous êtes responsables. Vous devez prendre les bonnes décisions, sinon l'humanité est en danger. On a fait notre part, à vous de faire la vôtre. Son rêve, que son petit pays, au milieu de l'océan Indien, devienne un exemple pour le reste du monde. C'est la fin de ce numéro exceptionnel d'Envoyé spécial. On remercie chaleureusement la mairie, les commerçants, les habitants de Marly-le-Roi qui nous ont accueillis sur ce marché. Dès maintenant, vos commentaires, vos réactions sur les réseaux sociaux. On se retrouve le 31 janvier pour une nouvelle émission. Mais tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.